Nous entamons maintenant la thématique numéro 1 de ce colloque qui est centré sur les témoignages de cyberharcèlement. Et pour cela, Madame Zara Chiarolini va venir me rejoindre ici au Lutrin, comme nous l'appelons. Madame Chiarolini est vice-présidente de l'ASBL Les Mots de Tom, qui est active dans la sensibilisation aux dégâts que provoque le harcèlement scolaire. Monsieur le vice-président l'a dit, Maëlle, la fille de Madame Chiarolini, a mis fin à ses jours en janvier 2020 après avoir été cyberharcelée. Madame Chiarolini témoigne régulièrement avec beaucoup de courage pour que ce drame ne se reproduise plus. Elle le fait une fois de plus ici, en votre compagnie, ce dont nous la remercions. Madame Chiarolini, nous vous écoutons. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis enseignante de formation et vice-présidente de l'ASBL Les Mots de Tom, une ASBL citoyenne qui lutte contre le harcèlement entre jeunes et le cyberharcèlement. Notre ASBL a été fondée en 2019 par Mark Van Arscott suite au suicide de son fils Tom. Sa souffrance et la lettre de 14 pages qu'il a laissée à ses parents ont motivé la naissance de notre ASBL. Des mots qui témoignaient de son épuisement face au harcèlement qu'il subissait. Notre ASBL a pour objectif la sensibilisation au harcèlement entre jeunes et cyberharcèlement. Pour poursuivre cet objectif, nous nous rendons régulièrement dans les écoles qui en font la demande pour y apporter notre témoignage et que les jeunes mesurent que leur « c'était juste pour rire » peut être la source de beaucoup de souffrance pour celui ou celle qui en est la cible. Notre ASBL est aussi un relais vers les opérateurs de terrain compétents en matière de résolution des situations de harcèlement et cyberharcèlement. Notre principal partenaire est le CIRIH, situé à La Louvière, un centre unique spécialisé dans l'intervention et la prise en charge des cibles de ces violences. David Pisney, son coordinateur, vous détaillera tout cela lors de sa présentation. Alors, j'ai rejoint l'ASBL en 2020 suite au suicide de ma fille Maëlle, ciblée par du cyberharcèlement. Je ne pouvais rester inactive face à ce fléau. En m'engageant pour faire reculer ces formes d'intimidation, ça a remis du sens au chaos dans lequel j'avais été plongée suite à la perte de ma fille. 20% des jeunes disent déjà avoir été confrontés au cyberharcèlement. Derrière les chiffres, les études, les statistiques, les recherches, les constats autour du cyberharcèlement, il y a des histoires, il y a des vies, il y a des victimes. Je témoigne aujourd'hui sans relâche et toujours avec beaucoup d'émotion pour mettre un visage sur ces chiffres et statistiques, pour montrer ce que les études ne nous disent pas, la souffrance des victimes et de leur entourage, et la nécessité urgente d'agir face à ce phénomène. Je raconte l'histoire de Maëlle et les conséquences ravageuses du cyberharcèlement afin que des prises de conscience émergent, mais aussi pour que des mesures soient prises. Le 31 janvier 2020, donc, ma fille Maëlle a mis fin à ses jours. Elle avait 14 ans. C'était un vendredi soir. Maëlle, après les cours, était montée dans sa chambre, comme le font beaucoup d'adolescents de son âge. Vers 18h, je suis allée voir ce qu'elle faisait parce qu'elle ne redescendait pas. Lorsque j'ai ouvert la porte de sa chambre, j'ai découvert ma fille sans vie. Un drap enserrait son cou. Sur le lit, Maëlle y avait déposé son téléphone portable, comme pour me signifier ce qui avait motivé son geste, comme pour me montrer ce qui l'avait tué. Un ultime geste symbolique. Je vais découvrir assez rapidement que Maëlle était victime de pornodivulgation, cette forme particulière de cyberharcèlement. La pornodivulgation, c'est donc la diffusion non consentie d'images intimes sur les réseaux sociaux et donc dans la sphère publique. Ma fille a vécu cette mésaventure de voir une vidéo intime diffusée sur les réseaux sociaux par son petit copain, car il n'était pas content de la relation qu'il vivait avec elle et le fait que Maëlle avait souhaité rompre. Ce garçon était dans cette intention malveillante de lui nuire. Le but était de créer une mauvaise réputation à Maëlle en rendant cette vidéo publique. La vidéo a été envoyée via le réseau social Snapchat, un réseau qui, normalement, ne conserve pas les images. Maëlle a donc pensé que sa vidéo serait effacée dans les 24 heures. Mais ce garçon avait installé une application, Mobizen, qui permet d'effectuer des captures d'écran sans que Maëlle soit au courant de ces enregistrements. Cette vidéo, elle la voyait envoyée dans une relation de confiance. Elle n'imaginait pas qu'elle serait trahie. Le copain en question diffusera cette vidéo d'abord à son cercle d'amis, puis sur divers réseaux sociaux et groupes,
Et on connaît la viralité des réseaux sociaux, la vidéo a été diffusée une multitude de fois. Suite à ces diffusions, Maëlle a été ciblée par du cyberharcèlement. Elle recevra des messages et des commentaires haineux via les réseaux sociaux. Et cela s'est répercuté également dans la cour de récréation, où elle subira insultes et humiliations de la part de ses pairs. Maëlle s'est très vite retrouvée plongée dans un sentiment d'anéantissement et dans une honte inextricable. Une honte qui l'a conduite à commettre l'irréparable. On le saura par la suite, ce garçon avait fait la même chose à une vingtaine d'autres filles. Alors pour bien comprendre comment cette honte imprègne tout et a conduit ma fille à poser ce geste fatal, je vais vous lire un message de Maëlle, pas facile à lire, je vous le concède, qu'elle avait envoyé à ce garçon quelques jours avant son suicide. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir brisé mon petit cœur jusqu'au bout. Je te remercie de m'avoir détruite. Merci de m'avoir fait me sentir honteuse, car oui, maintenant, j'ai tellement honte de moi. Merci de me sentir dégoûtée de moi-même. Merci parce qu'à cause de toi, je ne sais plus me regarder dans un miroir sans pleurer et sans être dégoûtée de moi-même. Merci car maintenant, je me sens terrifiée à l'idée de retourner en cours ou même de sortir de la maison. Ma pire erreur a été de te faire confiance. Ce que je n'aurais pas dû, mais je pensais que tu étais quelqu'un de bien qui n'allait pas me trahir. Malheureusement, ça a été le contraire. Je ne sais pas si je vais savoir me reconstruire après cela. J'espère pour toi que tu n'auras pas ma mort sur la conscience. Avec ces mots, on comprend aisément l'impression d'écrasement et toute cette souffrance que Maëlle a pu ressentir suite à cette diffusion non consentie. Le cyberharcèlement ne laisse absolument aucun répit à la victime. C'est partout, tous les jours, à toute heure, le jour comme la nuit. Le jeune ne contrôle plus rien et ne voit plus de solution. Le cyberharcèlement ne laisse plus de place au moindre endroit protecteur. Même sa chambre n'offrait plus cet abri, ce refuge auquel Maëlle aspirait tant. Les conséquences dramatiques de cette forme de cyberharcèlement auraient pu être évitées si tous les destinataires de la vidéo l'avaient simplement détruite et si les pères avaient soutenu Maëlle au lieu de se retourner contre elle. Il y a donc tout un travail à faire en prévention dans les écoles sur les rôles des pères pour faire cesser ces dynamiques de cyberharcèlement. Je le dis toujours, en matière de cyberharcèlement, il n'y a pas de petites actions ou des agressions réduites, innocentes ou insignifiantes. Le discours de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont fait que partager les images, qu'ils n'ont mis qu'un commentaire, qu'ils ont juste liké. Eh bien, aujourd'hui, en tant que maman endeuillée, ce que il est de trop. Je ne peux plus l'entendre. Un partage, une diffusion, un like, un commentaire, c'est toujours un de trop. Il convient donc de rappeler et d'informer nos jeunes que la diffusion non consentie de contenu intime est également sérieusement punie par le code pénal belge. Souvent, les jeunes ignorent que même la simple détention d'images à caractère pédopornographique de leur téléphone portable est un délit et ne mesurent donc pas les risques encourus. Si les auteurs sont mineurs, pour rappel, ils risquent au niveau pénal un passage devant les tribunaux de la jeunesse et des mesures telles que les placements en IPPJ, des mesures de prestations éducatives. Sur le plan civil, les parents du mineur pourraient être condamnés à payer des dommages et intérêts à la victime. Après le suicide de Maëlle, 4 jeunes se sont retrouvés devant le tribunal de la jeunesse. L'auteur principal, à l'origine de la diffusion, passera 30 jours en IPPJ et a dû réaliser 150 heures de prestations éducatives. Les 3 autres jeunes, les co-auteurs de cette diffusion, ont dû réaliser également des heures de prestations éducatives. Ces audiences, au niveau personnel, n'ont eu aucune vertu consolatrice ou réparatrice. J'en suis à chaque fois ressortie anéantie. Quel gâchis! Elles montrent néanmoins qu'on ne peut pas toujours agir en toute impunité derrière son écran et que les séquences peuvent être dommageables pour tous. Il est donc essentiel que les jeunes soient informés de ces notions juridiques pour qu'ils cessent de banaliser la détention de tels contenus. Il est essentiel également d'écouter nos jeunes, nos enfants. Ils sont pour moi porteurs d'espoir et je crois sincèrement à la clé du changement.
Montrons-leur qu'ils ont le pouvoir de modifier ces dynamiques de cyberharcèlement. Le suicide de Maëlle n'est pas un fait divers, mais bien un fait de société. Il ne sert à rien de me dire que c'est triste, que oui, on va s'occuper du cyberharcèlement. Il faut vraiment s'en occuper. Il faut mettre des moyens, il faut mettre de l'humain, il faut des personnes qui accompagnent, il faut des structures. L'heure n'est plus au constat, mais bien à l'action. Le cyberharcèlement ne doit plus être traité comme un épiphénomène. Visiblement, il y a de l'avancement, sur lequel on s'attardera plus tard, sur lequel on se penchera quand on voudra s'en donner les moyens en repoussant à plus tard. Mais on prend alors le risque, encore une fois, de repousser à trop tard. On ne peut plus laisser des parents démunis et angoissés, des enseignants, des éducateurs soucieux de bien faire, mais trop souvent désemparés, livrés à eux-mêmes face à un fléau qui peut être appréhendé. On ne peut plus laisser les jeunes face à leurs souffrances. Ils doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement, d'une réponse et d'une aide ciblée et spécifique. En matière de cyberharcèlement, on l'a vu avec Maëlle, le temps est assassin. Et en tant que maman endeuillée, je peux l'affirmer sans détour. L'inertie est criminelle. Je terminerai en vous disant que c'est à chaque fois douloureux et difficile pour moi de raconter le vécu de Maëlle. Je continuerai cependant de témoigner et de sensibiliser aux conséquences ravageuses du cyberharcèlement afin qu'une réponse y soit apportée, via la mise en place de dispositifs spécifiques et d'accompagnement ciblé par nos jeunes, pour qu'il n'y ait plus de petites Maëlle. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Carolini. Je pense qu'on ne vous remerciera jamais assez pour votre courage, votre engagement que vous manifestez, j'en perds mes mots, pour lutter contre le cyberharcèlement. Donc, encore une fois, au nom du Parlement, et je reprends Monsieur le Vice-président ici, encore merci pour votre témoignage ici qui apporte beaucoup à ce colloque. J'appelle maintenant